Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Chose promise, chose due, j'avais fait une petite revue du site HelloKitX, le fameux service qui est du coup développé, proposé, soutenu, on sait pas trop, hein, c'était la conclusion, par le CNRS. A priori, le CNRS dit, c'est pas moi. Mais on avait vu quand même que c'était pas très clair. Je m'étais arrêté juste avant de faire la revue de code. Donc chose promise, chose due, je vais faire une petite revue de code. Enfin chose due, non, que dalle en fait, hein, je fais ce que je veux. Mais ça m'intéresse. Alors on va faire une petite revue de code. Avant, quelques précautions. Qui je suis, moi, pour faire des revues de code? Très bonne question. Merci. Alors, je suis entrepreneur, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur logiciel. J'ai fait une école d'ingénieur avec une spécialité dans le développement d'applications. Ça, c'est le premier point. J'ai fait beaucoup de code. Ça fait 15 ans que je suis à la fois CEO et CTO de ma société. Ma société, elle n'est pas dure à trouver. Donc, faites une petite recherche Google et vous la trouverez. Et vous verrez qu'il y a du code. Il y a du code sur mon GitHub, il y a du code sur mon GitLab. Vous pouvez voir ce à quoi je commit et voir la qualité ou pas de mes contributions. Premier point. Deuxième point, comme je suis entrepreneur, j'ai fait des recrutements et en 15 ans de boîte, des recrutements, des entretiens de recrutement. En tout cas, j'en ai fait beaucoup. Puisque généralement pour une personne recrutée, il y avait entre 10 et 15 entretiens, et que avant d'arriver à un entretien, il y avait généralement 50 à 70 candidatures. Donc j'ai vu passer beaucoup de CV, j'ai vu passer beaucoup de profils différents. Et parmi les exercices qu'il y a, quand je faisais un recrutement, il y avait évidemment un exercice technique. Et je ne demandais pas aux gens de coder, ou alors très rarement. L'exercice technique, l'entretien technique, il était très différent. Je demandais aux candidats de venir avec du code à eux. Ils choisissaient la base de code qu'ils allaient me montrer. Mais il y avait quelques règles, il y avait quelques prérequis. Le premier prérequis, c'est que ça devait être une base de code à eux. Donc ça veut dire du code qu'ils avaient écrit eux. Ok ? Il y avait aussi comme prérequis le fait qu'ils devaient la connaître et la comprendre sur le bout des doigts. Donc je pouvais pouvoir leur poser des questions et avoir des réponses claires, précises, franches et définitives, comme ça, du tac au tac, ok, sans hésitation. Et donc ce que je voulais tester, c'était le fait qu'ils savaient parler de leur code, ou que à minima, en discutant un peu, on arrivait à mettre en place une sorte de vocabulaire, une sorte de grammaire, parce que parfois les bases de code étaient extrêmement complexes, où on se comprenait et où quand je posais des questions, j'arrivais à obtenir des réponses satisfaisantes. Mais ils avaient totalement la liberté de choisir la base de code qu'ils voulaient pour le type d'applicatif qu'ils voulaient, des clients légers, des clients lourds, des serveurs, de l'embarquer, voilà, tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on peut imaginer. Du moment que c'était maîtrisé et que c'était connu. Ils avaient aussi le choix dans le langage de programmation, langage, plateforme, outils, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et là, c'est d'autant plus intéressant, quand les mecs se ramènent avec du Haskell, c'est pas les mêmes discussions que quand les mecs se ramènent avec du JavaScript. Ok ? Parce que notamment, je connais très peu Haskell. Donc si au bout d'un moment, l'expérience d'ingénieur logiciel fait que quand je vois leur base de code Haskell avec le peu de Haskell que je connais, j'arrive à leur poser des questions auxquelles ils savent pas répondre, c'est un gros red flag. Voilà. Et c'est arrivé. Et donc je les prévenais, surtout prépare ce rendez-vous, relis ton code, assure-toi que tu maîtrises bien. Ok. Souvent, moi, je recrute des juniors ou des intermédiaires, donc des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup
de recrutement, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans le fait de parler de leur code. Et clairement, je leur disais, prépare. Si tu as besoin d'un support, fais des slides. Ok. Il y en a, d'ailleurs souvent les plus expérimentés, ils venaient avec un jeu de slides pour être sûr qu'ils pouvaient expliquer, au-delà de la partie technique, pourquoi, enfin les tenants et aboutissants du projet, et donc quel bout de code, quelle bibliothèque, quel package correspondait à quoi, quelle était la démarche globale, quelle fonction correspondait à quelle étape, etc. etc. Donc ils avaient complètement la liberté de présenter leur code comme ils voulaient, et moi je leur disais, bah vas-y, parle. Et ensuite, assez rapidement, je commençais à les interrompre pour leur poser des questions et voir jusqu'où ça allait dans leur connaissance de leur propre base de code et quelles questions techniques ça pouvait amener. Voilà, donc c'était un entretien vraiment très ouvert et donc ils avaient la pleine capacité de venir les mains dans les poches, et c'est arrivé. Hein, il y a des mecs qui viennent les mains dans les poches avec un émulateur Game Boy écrit en C. Tout écrit à la main, et ils en parlent comme si vous faisiez la météo, donc c'est clair, c'est limpide, ça se passe de commentaires, tout est nickel, une connaissance parfaite. Là on voit quelqu'un qui maîtrise un projet en plus perso, parfois open source, enfin voilà. Et puis il y en a où c'est une simple application web, et où assez vite ils se mélangent les pinceaux, parce que c'est pas préparé, ou parce que c'est juste pas maîtrisé. Donc voilà, donc du code, j'en ai vu une bonne tétrachier, je pense que c'est le terme scientifique adapté, tétrachier. Et donc, on va regarder ce qui se passe sur le dépôt de HelloKittiX. Et bah, en commençant, en préparant la vidéo, hein, je bosse pas pour vous, donc on va se calmer. Et ben, il n'existe plus, le repo HelloKittiX. Il n'existe plus. À la place, ce que j'ai trouvé, hein, toujours dans l'organisation GitHub de l'ISPIF, donc l'Institut des systèmes complexes du CNRS, hein, donc on est toujours dans ce qui apparaît comme officiellement affilié au CNRS, avec le lien vers l'Institut des systèmes complexes, avec le logo du CNRS, avec les liens qui vont bien, tout ça, d'autres repos. Oh, du Haskell. Qui vont bien. Voilà, donc ça n'a pas changé, mais le repo HelloKittiX, si on le cherche, n'existe plus. Par contre, il y a ce nouveau repo qui s'appelle Open Portability, qui a priori est juste un renommage du repo HelloKittiX. Alors, quand je vois ça, je me dis deux choses. Première chose, ça commence par open. Moi, j'aime bien quand ça commence par open. C'est ambitieux, ça veut dire je veux. C'est une déclaration. Je veux que ce soit une sorte de. Quand je mets open et après un nom commun après, ok. Je veux que ce soit une sorte de référence dans le domaine de l'open source, dans le domaine du libre, pour le sujet que je veux traiter. La Open Portability, et donc il y a un site web qui est associé, qui reprend quand même énormément la charte graphique de HelloKittiX, donc il n'y a pas de raison de se tromper, hein, ça on parle bien du repo de HelloKittiX, et toujours avec un petit lien CNRS, voilà. Et le mail to, qu'est-ce que c'est le mail to? Toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passe derrière les mail to. Et ben, c'est pas... c'est pas Uniframe, donc ça veut dire que c'est intégré, doit y avoir un petit site web quelque part qui gère le mailing, peut-être qu'on va le croiser dans le code source. Donc c'est devenu Open Portability. Est-ce que c'est pour se dissocier de HelloKittiX? Je ne sais pas. Le fait est que je pense que c'est encore là qu'est le code de HelloKittiX. On a les mêmes contributeurs. Donc pour rappel, Fanny Caulfield, je ne sais pas, j'espère que je ne le prononce pas mal son pseudo ou son nom, CNRS. Et ensuite, on a Cédric Rossi de Toulouse, qui lui, a priori, n'est pas au CNRS.
mais qui est contributeur open source à des trucs qui ont l'air très intéressants, notamment sur de la cartographie, extraction de la canopée à partir des données d'IDARH et de l'IGN. Ça m'intéresse beaucoup. On en reparlera. Voilà. Donc, on va se concentrer pas sur les gens. On s'en fout un peu. On va se concentrer... On s'en fout pas des gens. Alors, va venir le truc. Ouais, il s'en fout des gens. Alors déjà, oui, un peu. Déjà. Ben là, c'est pas le sujet. On va se concentrer sur le code. Ok. Premier truc que je vais regarder, on l'a déjà eu la dernière fois. Il y a un README. Il y a l'ambition qu'on puisse lancer l'application. Je sais pas si j'aurai le temps, l'envie ou le courage de le faire. Mais il y a un README. Ça veut dire que on arrive, on n'est pas à poil. On regarde directement ce qui est à la racine du répertoire. Je vais zoomer un peu pour que ça passe mieux dans la vidéo. Alors, on a un répertoire A7 où on va avoir les images des fontes du JS. Hop, 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 hop. I18N, on dirait qu'il y a des traductions. Il y a un fichier runtime avec un commit first push. Ça ressemble à des libs. Fonte, rien d'étonnant. Image. Donc, que du classique. Message, là, ça peut commencer à être intéressant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, je pense qu'on a tout ce qui est label texte avec une version française, une version anglaise. Ok. Rien d'étonnant. Nginx, donc là, on va avoir la configuration Nginx du serveur. Donc moi, quand je vois une configuration Nginx, je me dis, tiens, voilà, là, c'est peut-être la configuration du serveur de dev. On voit là, tiens, il y a un app.beta.helloKitx, j'espère que c'est pas public. Ça redirige vers une page de sign-in qui ne permet pas de sign-in. Bon, je pense que ça fait partie de leur effort pour... entre Open Portability et Hello-Kitty, je pense qu'il y a un petit raté là. C'est pas grave. Certbot, ça veut dire qu'on doit sûrement avoir du Let's Encrypt hein, quelque part. Connexion secure, Let's Encrypt. Voilà, donc c'est très bien. C'est une très bonne idée. On a les certificats Let's Encrypt ici. Donc là, vu qu'on est sur app.beta.hellokitx.com, alors soit c'est parce que c'est un domaine local pour développer en local. Bon, c'est pas très clair comme nom pour bosser en local. Moi, généralement, je pourrais plutôt faire changer le TLD et dire c'est par exemple hellokitx.test, hellokitx.local. Voilà, je sais plus quel est le maintenant. Je crois qu'il faut utiliser .test. Voilà. Donc si on avait encore un doute sur le fait que c'est le code source pour Hello-Kitx, plus aucun doute permis. Voilà. Et donc ça, effectivement, quand je vois ça, ça ressemble beaucoup à une conf Nginx pour accéder au serveur de dev. Mais je me trompe peut-être. Public, qu'est-ce qu'il y a dans public? Des images, des SVG, c'est bien, les SVG, c'est chiant à faire, mais ça rend bien sur tous les écrans. Logo HQX, encore une fois, hein, on va retrouver, du coup, je pense, du Hello-Kitx. Voilà, donc le doute n'est plus permis. Des bateaux. J'ai pas utilisé l'app, mais manifestement, il y a beaucoup de bateaux. Voilà, hein, on est vraiment sur le terme de la navigation. Sur le thème du voyage. Voilà. Compass. Voilà, rien de choquant. On a des assets dans public. Supabase, là j'imagine qu'on a la partie configuration et migration de Supabase avec notamment un schéma SQL. User data. Hop hop hop. Où j'ai l'impression
que donc on a ID, name, email, email verified, image, as onboarded, Twitter ID. Donc j'ai l'impression que c'est la table qui sert à stocker les utilisateurs. On a ici des migrations. Alors ce serait intéressant de concaténer tout ça pour voir quel est le schéma final à la fin qu'on a. Voilà, là on voit par exemple la table user un peu plus complète. Ah, donc il y a pas mal de code SQL. Ce qui est sûr, c'est que ça utilise Supabase, ça utilise des migrations. Migration backup, je pense que c'était peut-être une vieille version des migrations. Et puis là, on a la config Supabase. Donc, schemas to expose in your API, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a du GraphQL, il y a une API GraphQL, automatiquement générée par Supabase. Bon, ça veut dire que ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on peut gratter via l'API. Je vais pas le faire maintenant, hein, je suis en train de faire une revue de code, j'ai pas envie de faire du pentest. Et ça accède des variables d'environnement. Pas sûr que ce soit utilisé. Voilà. Ou en tout cas, s'il y a du storage sur S3, j'espère qu'il y a du server-side encryption, SSE. Voilà. Mais ce qu'on a vu sur le site, c'est qu'a priori, il y a des données hébergées sur le site du CNRS, à moins que ça ait changé, hein. Je vais vérifier. C'est con parce que quand je cherche HelloKittyX, je ne trouve plus le site, mais c'est parce que je sais pas écrire. Mais est-ce que ça dit encore? Est-ce que ça dit... Ah, vous voyez, ça... Ok, le sign-in, du coup, c'est sign-in via Twitter, Blue Sky, Mastodon. Donc c'était pas un raté, on était vraiment sur une page de sign-in, c'était pas des pages pour aller vers le... Voilà, start bar connecting, et peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on le fera. Pas maintenant, mais peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Donc c'était pas un raté, c'était bien une page de sign-in, c'est moi qui sais pas lire. Et ça, voilà, c'est ce que je cherchais. Je migre mes données dans la plateforme CNRS. Moi, samedi, je stocke sur des serveurs du CNRS. Ce qui peut, d'un côté, rassurer, ce qui peut, d'un autre côté, inquiéter, puisque la question, c'est comment c'est stocké? Est-ce que c'est chiffré ou pas? Pourquoi c'est une vraie question? Parce que vous allez me dire, Twitter, c'est public. À la limite, qu'est-ce que je m'en fous de chiffrer mes tweets qui sont publics? Mais non. Mais non. Pourquoi? Parce que via l'API Twitter, je sais pas trop à quoi ils ont accès. Est-ce que, par exemple, ils ont accès à mon profil s'il est privé? A priori, oui. Donc ça veut dire que mes tweets privés, qui sont réservés seulement aux gens que je suis, enfin je sais plus quelles sont les règles, mais ils vont être migrés aussi, j'imagine. Donc mes tweets privés, j'ai envie qu'ils restent privés, et donc qu'ils restent chiffrés. J'ai pas envie que les gens qui sont administrateurs sur la plateforme CNRS aient accès à mes tweets privés. Puisque le CNRS, donc, même c'est public, c'est l'État. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'imaginer que je vais prendre mes données qui sont chez le méchant Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, et la société privée X, qui est remplie de nazis et de gens d'extrême droite. On en reparlera, hein, j'ai un avis assez nuancé là-dessus. Mais bon, de les prendre là pour les donner à l'État, voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis pas pour le regroupement des données, pour le recoupement des données, pour faire des méga fichiers. Donc j'ai pas trop envie que mes tweets privés ou mes messages privés sur Twitter ou mes likes ou mes replies ou mes reposts, etc. soient accessibles, compilés avec ma permission, parce que là je donne ma permission, hein, sur une plateforme qui est de facto l'État. L'État français, le CNRS, c'est l'État. On a un Dockerfile, ça veut dire que l'application est sûrement déployée sous la forme d'un
conteneur Docker. On voit bien ici que ça lance serveur.js, donc on essaiera de trouver ce que c'est. Que ça copie du coup, c'est un Docker multistage. C'est bien, ça veut dire qu'il y a un Docker pour build, enfin un stage pour build. Une fois que c'est build, il y a un Docker qui va copier les assets qui ont été buildés pour l'application quand elle tourne en production. Il y a le node env qui est cette à production. C'est bien, donc ça, un truc assez classique. Node 18 dans la variante Alpine, ça me fait penser que a priori, on est sur du pur Node.js et qu'il n'y a pas trop, ou il n'y a pas du tout de modules natifs, puisque généralement, quand on fait des modules natifs et qu'on passe vers du Alpine, c'est pas la même libc. On est plutôt sur du muzzle plutôt que sur la lib C GNU classique. Les modules natifs marchent pas forcément, ils supportent pas tous Alpine, donc je pense qu'on est sur du code Node.js classique, donc du JS ou du TypeScript sans module natif. Voilà ce que ça me dit. Il y a un fichier dockercompose.dev, dockerfile.dev, pardon, voilà, qui sert à mon avis à virtualiser l'environnement de développement. Très bonne idée aussi, ce qui permet à minima de reproduire à peu près les environnements de la production. Ne pas copier le code source ici car il sera monté comme volume. Exactement. Et là, il y a un petit truc qui m'intéresse. Je vois nextTelemetry disable égale 1. Ouais, effectivement, en développement, je veux pas forcément la télémétrie. La question, c'est que si je retourne sur mon Dockerfile, est-ce que la télémétrie est désactivée? Non, il y a de la télémétrie. Et la télémétrie, elle va où? Ah, il faut que je sign in pour faire une recherche plus complète. Alors on va sign in. Mon téléphone. Ah évidemment, j'ai pas mon téléphone sur moi, je vais le chercher. Hop. Alors. Bien sûr, je prendrai soin de couper ça au montage. Hein. Non, peut-être que je vais le couper. Alors, 423. Et vous ne saurez pas la suite. Si vous la savez, vu que c'est marqué en clair. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Ah non, 15 secondes, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, dans le code, il n'y a que là. Alors, donc, si on fait confiance à la recherche GitHub, ça veut dire que la télémétrie elle est activée en production. C'est quoi la télémétrie Next? Alors moi, quand je vois Next, je pense à Next.js. Et elle va où, la télémétrie? Alors, Next.js collects completely anonymous telemetry data about general usage. Participation is anonymous program is optional and you may opt out if you do not like to share any information. Donc, il y a de la télémétrie qui est embarquée dans Next.js, si je sais bien de Next.js. Et en production, la télémétrie remonte chez Next.js. Je ne sais pas quelle est leur plateforme de télémétrie, mais ça remonte. Alors, ils disent que ça ne collecte pas de données sensibles. D'accord. Ils le disent. Ils le disent. Ils le disent. Voilà, c'est tout. Ils le disent. C'est la. Alors après, on pourrait inspecter le code hein, pour vérifier. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y a de la télémétrie qui va remontrer, a priori, de la prod et Lokitix. Donc quand vous allez transférer vos données, quand vous allez utiliser ce qui s'appelle maintenant Open Portability, donc quand vous allez utiliser Lokitix, il y a de la télémétrie qui va retourner à une infra différente.
l'infra de Next.js, hein, le framework JavaScript qu'ils utilisent, qui est a priori pas du tout hébergé en France. Hein. Next.js, c'est Vercel, donc a priori c'est une boîte US. C'est-à-dire qu'on a de la télémétrie qui passe entre le service français du CNRS et le KITX, le service français et le KITX, et qui va directement sur des machines aux US. Alors là, il y a une privacy policy. Je ne suis pas expert des privacy policy, je ne suis pas expert de la CNIL. Ce qui va m'intéresser ici, c'est est-ce qu'il y a une privacy policy ? Il y en a une, elle n'est pas manifeste. Alors, aucune donnée personnelle n'est collectée sur ce site. Sauf si la télémétrie Next fait pas ce qu'elle dit. Ce ne serait pas la première fois. Ne serait-ce que par erreur. Voilà. Donc si effectivement aucune donnée personnelle n'est collectée sur ce site, il n'y a pas besoin de déclaration CNIL, il me semble. Hein. Donc voilà. Je suis quand même surpris qu'un site qui va aller récupérer votre compte X, votre compte Twitter en entier avec vos messages publics, privés, vos replies, vos médias, vos tout ça, aucune donnée personnelle n'est collectée sur ce site. Ça me paraît complètement incompatible avec l'objet du site. Ou alors est-ce qu'il différencie le site de l'application? Auquel cas, là, quand j'arrive sur l'application, je devrais avoir ici une privacy policy, une déclaration de confidentialité et une déclaration CNIL. Voilà. Corrige-moi si je me trompe hein, dans les commentaires. Ça veut pas dire que je lirai, hein. Mais pour être sûr que je suis fact-checké, je suis très surpris qu'un site qui aille collecter mes données Twitter pour les porter sur une plateforme ne fasse pas, dise qu'il ne collecte pas de données personnelles. Ça me paraît impossible et complètement contradictoire avec le fait que c'est hébergé sur la plateforme CNRS, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça me rassure pas, c'est pas clair. Ça, faudrait clarifier. Voilà. Donc là déjà, j'ai un problème. Il y a de la télémétrie qui remonte. Il n'y a pas de privacy policy. J'aime pas trop ça. Voilà. J'ai oublié de dire en préambule. Je pars du principe que les gens qui ont codé ça sont des gens extrêmement motivés, qui veulent bien faire. Oh, l'autofocus fait n'importe quoi. Tant pis. Pardon. Je pars du principe... C'est pas ma voix, ça. Je pars du principe que les gens qui ont développé ça veulent bien se faire. Surtout quand je vois, on monte d'un cran en appelant ça Open Portability. Que ce sont des gens motivés, politisés, à minima. Et donc sûrement que ils adhèrent au postulat code is law. Le code, c'est de la loi. Je m'explique. Dans nos sociétés industrialisées, le code, les applicatifs qui en résultent vont venir contraindre, forcer, guider, influencer la façon dont on travaille. Quiconque a déjà essayé de correctement aligner une image dans Word, c'est à minima de quoi je parle. Évidemment, ça c'est qu'une toute petite partie, mais
Imaginez que je vous enlève la touche E de votre clavier, tout d'un coup, vous auriez beaucoup plus de mal à écrire en français. C'est pareil pour un logiciel. Un logiciel, il a un parti pris, il a le parti pris et les biais des gens qui le développent. C'est pas une mauvaise chose, pas forcément, mais il faut l'avoir à l'esprit, d'accord? Ici, on part du principe qu'a priori, ce sont des gens qui sont pas du tout contents du réseau X, et notamment dans le manifeste, ils se plaignent de l'extrême droitisation de X. Donc on peut imaginer a priori qu'on a affaire à des profils plutôt, je dis bien plutôt, de gauche. Je me trompe, peut-être. Mais en tout cas, on ne peut pas coder, on ne peut pas produire du code sans y mettre les biais, de la même façon qu'un auteur d'un livre y met une partie de lui, un développeur met une partie de lui et de ses idées dans le code qu'il écrit, et c'est d'autant plus vrai s'il le publie en open source. Encore une fois, c'est pas un problème, il faut l'avoir à l'esprit. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que du coup, si on part du principe que ce sont des gens qui veulent bien faire, et que leurs biais vont se retrouver dans le code, c'est d'autant plus étonnant. C'est d'autant plus étonnant de ne pas trouver de déclaration CNIL. C'est d'autant plus étonnant qu'il y ait, a priori, hein, encore une fois je peux me tromper, mais qu'il y ait cet angle mort du manque de déclaration CNIL et cette affirmation un peu étrange qu'aucune donnée personnelle n'est collectée, alors que c'est le principe même d'Hellokittix que d'aller collecter des données personnelles, puisque mes tweets sont associés a priori en ce qui me concerne mon vrai nom, et puis c'est le cas de beaucoup de personnes, donc c'est pour le mieux, ça aurait été plutôt de prendre le parti inverse. Donc c'est très étonnant, et j'ai l'impression qu'on a un angle mort. Docker Compose. Donc on a une stack Docker Compose de dev, on a une stack Docker Compose de prod, qu'on a sous les yeux avec différents services, App, Worker, Nginx, Watcher. On a un seul network avec un driver bridge. Ce qui est étonnant, c'est que ce network, il est partagé entre tous les services. Donc, vu d'ici, il sert un peu à rien. Le principe des networks, en fait, dans un Docker Compose, c'est de segmenter et de faire en sorte que les services n'aient accès aux autres services que lorsque c'est absolument utile. Donc c'est curieux, mais bon, on va dire que c'est pour le futur, au cas où il y aurait d'autres services. Si on ne pense pas à les mettre dans ce network-là, ils n'ont pas accès à l'application reverse proxy, etc., etc. On va dire que c'est pour ça, c'est pas forcément idiot. L'app, donc j'imagine que ça c'est le front. Ensuite, Worker, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le Dockerfile dans le répertoire Worker, on pourra aller voir ça. Development, donc ça ressemble à des... Alors je comprends pas, parce qu'il y a une stack de dev, où on a App, Worker, Watcher, ok. Donc on a a priori les mêmes services, ou pour les mêmes services. Mais là, le Worker, il est quand même un environnement de développement, alors que c'est la stack de production. Il y a peut-être un oubli. Peut-être qu'on va leur ouvrir un ticket. Si vous voyez ça, et que vous voulez aider, vous êtes de bonne volonté, peut-être qu'il faudrait leur signaler. Ensuite, Nginx. Donc, oh, wow, ça le fait redémarrer. La syntaxe bash, enfin shell, je sais pas ce que ça fait, mais j'ai l'impression que ça le fait redémarrer toutes les 6 heures. Là, comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi.
ça cache peut-être quelque chose de plus compliqué, je ne sais pas. Il y a sûrement une très bonne raison pour ça. Et le Watcher. Donc moi, il y a deux trucs qui m'interrogent là. En fait, il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur, mais il y a un Worker et un Watcher qui ont chacun leur propre Dockerfile. On ira voir ça tout à l'heure. Il y a la configuration de Next.js, il y a de la configuration de PostCSS, il y a un package.json. On va aller voir sur quelle version Node ça tourne. A priori, c'est du Node 18, c'est du React. C'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand on fait un projet open source avec une licence AGPL v3, eh bien, on a envie que les gens contribuent. Et c'est vrai que il y a une grosse partie de la communauté qui travaille sur React. C'est un framework très largement prédominant. Donc c'est un bon choix. Hein. Au-delà de la technique, on peut aimer ou ne pas aimer, mais si on veut que les gens contribuent, ça compte de passer par ce genre de choix. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc qui pourrait être intéressant? On a du Supabase pour l'authentification, on a Supabase. On a zip.js, et alors ça, j'imagine que ça sert à faire des archives de ce qui télécharge depuis X, mais je me trompe peut-être. On a Next, on a React DOM, React Icons, Tailwind, rien de bien surprenant. Le nom, Goodbye X, là pareil, ce serait chouette de le renommer en Open Portability, surtout si ça doit être ensuite déployé sur NPM. Mais a priori, Private True, ça veut dire que c'est pas déployé. On a un petit serveur.js. On va 113 lignes. Ça utilise le serveur Next. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. On verra ça plus tard. Et voilà. Donc voilà pour ce qu'on a à la racine. Avant d'aller un peu plus loin, je vais m'intéresser aux commits. Et je vois 28 commits. « 28 commits, c'est pas beaucoup. Alors, l'application ne me paraît pas très compliquée à développer. Mais 28 commits, ça me paraît quand même assez peu. Donc qu'est-ce qu'on a dans les commits? Alors, déjà, on constate que... Hop. Le dernier commit suit une convention. Fit 2 points, on est sur du conventional commit ou quelque chose de similaire. C'est une bonne idée, surtout si on veut, encore une fois, rendre ça clair pour la communauté, savoir qu'est-ce qui est ajouté quand, si on veut produire des changelogs. À ma connaissance, il n'y a pas de changelog. Voilà. Pour un projet aussi petit avec un seul contributeur, c'est pas étonnant. Donc c'est pas un problème en soi. Là, on voit des merge commits. Bon, ça, généralement, on évite les merge commits. On va plutôt essayer d'avoir un historique clair où il n'y a pas de merge commit. Mais c'est vrai que c'est quand même très pratique les merge commits. Donc quand on n'a pas le temps, qu'on n'a pas beaucoup d'organisation, ça se comprend qu'on passe par des merge commits. Et en fait, les merge commits, ils viennent de quoi? Ils viennent pas du travail qui est fait en interne. Apparemment, donc un des contributeurs travaille sur... Ah si, là c'est un merge commit d'un truc interne. Et on verra, c'est des choses qui viennent... Attends, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est un merge commit d'une... From Defani to Bateau. Donc on reste sur le même repo. Et là, merge... Hop, 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 hop. Les pull requests. Il y a beaucoup de pull requests, ça veut dire quand même que ça travaille pas à l'arrache. C'est bien. Tiens. David Chavalarias. Donc il y a quand même un contributeur qui n'était pas dans la liste à droite là.
Qui est venu mettre la licence. Voilà. Et on voit que David Chavalarias, il a un petit fork en local de Hello Kitty. Donc c'est ça qui m'intéressait. Hein. Ils ont sûrement chacun leur petit fork. Et après, ils font des merge requests vers le repo principal. Pourquoi pas? C'est pas comme ça que je ferais. C'est pas comme ça que je ferais parce que c'est super dur de suivre. Donc c'est mieux d'avoir tout sur un seul repo. Les contributions externes, c'est normal qu'elles soient sur des forks pour des raisons de permission. Mais les contributeurs eux-mêmes, c'est bizarre qu'ils travaillent sur des forks. Mais bon, pourquoi pas. Deploy bêta, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On a des certificats. On a des certificats. Je sais pas à quoi ils correspondent, mais ils correspondent sûrement pas au certificat public, puisque c'est les Encrypt qui les gèrent. Deploy bêta, ok, 2 fois de suite. On a beaucoup de mises à jour de SVG, donc beaucoup de mises à jour de la stack, hein, et de la partie déploiement. On a une 0 point pour démo au 16 décembre. Donc on passe de un déploiement pour démo à quelque chose qui est en production en 3 semaines. Et là-dedans, on a 17 fichiers changés. C'est beaucoup, mais c'est pas... Encore une fois, pour ce genre de production, c'est normal que les commits soient un peu lourds. Le guigne Blue Sky Only. Blue Sky. Alors, je sais pas si Blue Sky, c'est un truc que je connais pas ou si c'est une faute de... une typo. Je pense que c'est une typo, évidemment. Alors, astuce. Justement, pour éviter les typos, vous mettez dans votre CI des trucs. Il y a un truc développé en Rust qui s'appelle typo. Bah merde. Même eux, c'est pas. Les liens sont pas à jour. Alors, le repo a bougé, il est là. Typo, donc ça fournit un binaire développé en Rust, hein, je crois. On a le petit cargo.toml et des GitHub Actions, et ça s'intègre aussi très facilement avec GitLab pour vérifier hein, qu'il n'y a pas de typo dans le code et ça tourne à la vitesse de lumière. C'est intégré dans VS Code, utilisez-le, c'est super, super, super bien. C'est dommage, donc petit conseil, dans votre CI, mettez typo pour éviter les fautes d'orthographe. Comme ça, là, je pense que Blue Sky, il serait pas passé. Voilà, alors ça c'est quelque chose que je faisais pas du tout au début, de mettre le check des typos dans la CI. Et après, eh bien, toujours dans l'idée qu'on ouvre les projets, qu'il y a des contributeurs, soit parce que dans l'entreprise, soit parce que on veut faire un projet communautaire, il y a du coup invariablement des typos qui arrivent, c'est obligé. Donc avoir la vérification de l'orthographe intégrée à l'IDE, plus la vérification de l'orthographe intégrée à la CI et intégration continue, c'est bien. Ça évite ce genre d'erreur. Et c'est vrai que moi, quand je dois faire de la code review, quand je fais de la code review et que je vois ça, je dis non. Donc, il n'y a sûrement pas de code review. C'est compréhensible vu la taille du projet, mais c'est un peu dommage parce que ça, on accumule quand même, pas mal de choses. Donc c'est un peu dommage en termes de qualité. Ça donne pas une bonne image. Là, on a un méga commit message qui se traduit, à mon avis, par un méga commit avec 1200 lignes ajoutées, 512 lignes enlevées. Je vais pas rentrer dans le détail.
J'essaierai après de voir si j'ai pas un petit outil pour analyser le code et les merge requests automatiquement. Ça, je vous le réserve peut-être pour une troisième vidéo. Update readme. First push. First push. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de... Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de commits. Il y a beaucoup de commits sur la fin, sur de la partie visuelle ou juste de la stack pour le déploiement. Donc, ce qui est intéressant, c'est la différence entre le first commit et le dernier commit. Voir ce qui a changé. Pourquoi? Parce que généralement, ça va montrer qu'en fait, il y a eu beaucoup de devs sur le poste et qu'après, on a fait un gros commit, gros push où on balance 90% du code. Et donc, c'est ça qui montre. Généralement, ça veut dire qu'on a un seul développeur, un seul contributeur principal. Ça, c'est clair. Je pense que ça va se voir directement ici dans les insights GitHub. Et voilà. Donc clairement, on voit... Ça a été très compact. Premier commit 1er décembre. On a vu tout à l'heure démo 16 décembre. Et après, il n'y a plus rien, quoi. Donc, on parle d'un truc développé en 15 jours. Bravo. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est très dense. Et donc, l'inquiétude, c'est j'ai beaucoup développé sur mon poste et entre mon premier commit et mon dernier commit, il n'y a pas grand-chose à part des petits correctifs. Et là, ça ressemble à ça. Alors là, il va falloir m'excuser parce que comment on fait pour comparer entre deux commits directement dans GitLab? Alors, je sais, dans GitHub, je sais le faire dans GitLab, je sais le faire dans Git. Si je le fais dans Git, ça va être dégueulasse à afficher. Moi, je comptais un petit peu là sur l'interface de GitLab pour me permettre de comparer entre deux commits. Comment je fais pour comparer entre deux commits? Est-ce que cette feature existe? Je ne... Ça, c'est mes pull requests à moi, ça, c'est mes issues à moi. Je ne la vois pas. Si quelqu'un voit... Quelqu'un sait comment on peut faire une comparaison entre deux commits, ça serait intéressant. Mais en tout cas, ça donne vraiment l'impression qu'il y a eu un gros dev en local et qu'ensuite on a pushé et on a fait des correctifs mineurs pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, au premier abord, qu'est-ce qu'on a? On a des choix techniques, technologiques qui font du sens. On a une stack qui paraît quand même dans ce qui se fait habituellement, classique. On peut bosser en local, on peut bosser à distance, enfin on peut déployer en prod avec des stacks relativement similaires, c'est bien. Par contre, il y a plusieurs gros points noirs. Le premier, c'est donc la télémétrie. La télémétrie est clairement activée en prod. Je trouve ça curieux quand dev, sur son poste à soi, qui n'implique que soi, avec des données a priori synthétiques, on interdise la télémétrie, mais que en prod, elle soit activée. Donc j'espère que j'ai loupé quelque chose et qu'en prod, elle n'est pas activée. Sinon, ça veut dire qu'il y a des données qui remontent des serveurs du CNRS vers les serveurs de Next. Peut-être qu'après, c'est au niveau de la configuration de l'infrastructure que cette remontée d'informations est bloquée. Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, quand je regarde juste le code, j'ai l'impression que la télémétrie est activée. Ça me plaît pas. Il n'y a pas de déclaration de confidentialité, donc ça me plaît encore moins, ni sur l'app, ni sur le site. Et le site prétend ne stocker aucune donnée personnelle, ce qui est bien évidemment impossible, puisque
Le site est là pour venir scraper votre compte X et récupérer tous vos tweets. Privés, publics, nominatifs, et ainsi de suite. Pour les mettre sur un serveur du CNRS, donc contrôlé par l'État. Donc, c'est vraiment inquiétant que ni dans le code, enfin dans le code, on trouve des faiblesses vis-à-vis de la télémétrie et donc éventuellement de la confidentialité, et que en plus, il n'y ait pas de déclaration de CNIL et il n'y ait pas de déclaration de confidentialité ni sur l'app, ni sur le site HelloKitX. Donc ça, c'est clairement quelque chose sur lequel je vais ouvrir, si ce n'est pas déjà le cas, un ticket, parce que je pense qu'ils vont y être sensibles et que, quel que soit ce qu'on pense du service HelloKitX, je pense qu'il y a un manquement possiblement très grave, en tout cas des questions auxquelles il faut avoir des réponses. Ensuite, quand j'ai regardé dans le package JSON, je ne vois rien, je me trompe peut-être, mais je ne vois rien qui sert à faire du chiffrement. Et donc, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on va, du coup, stocker nos données sur l'infrastructure, on va reprendre le terme, hein, on va pas trahir ce qui est écrit. Je migre mes données dans la plateforme CNRS, ça passe encore une fois par, du coup, la plateforme CNRS, il n'y a pas de chiffrement. Je vois pas de chiffrement. Alors, il y a du SSL pour entre mon poste et le ou les serveurs qui sont utilisés, mais quand ça va aller aspirer mes tweets, éventuellement mes messages, éventuellement mes tweets privés, éventuellement mes photos de profil, ma biographie, etc., je vois pas de chiffrement. Alors, on peut demander, hein, je me trompe peut-être, mais voilà, donc effectivement, moi je m'attendais à voir crypto, hein, donc crypto, c'est un package qui je crois repose sur des modules natifs et qui donc serait assez chiant à utiliser sur Alpine peut-être, mais bon, crypto je pense qu'il y a quand même ce qu'il faut pour que ça tourne sur Alpine sans problème. Il me semble que c'est quand même le package de base. CryptoJS, qui est la version pure JavaScript de Crypto, qui du coup, là c'est sûr, ça tourne sur Alpine, ou Bcrypt, ou Bcrypt.js, pareil, même chose. Il n'y a pas ça. Donc je suis assez surpris. Peut-être que ça vient via des dépendances et qu'ils réutilisent les dépendances qui viennent de Supabase. Peut-être que c'est Supabase qui gère le chiffrement pour eux. Mais là, tout de suite, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré parce que j'ai l'impression qu'en plus de la télémétrie qui est active en production, mes données sont stockées en clair dans une archive zip sur les serveurs du CNRS. Et ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est-à-dire que n'importe qui gère l'infrastructure des serveurs CNRS a accès aux archives avec mes tweets. Encore une fois, hein, public, privé, ma messagerie, etc. C'est pas clair. Donc, à minima, moi, ce que je m'attendrais sur le README, c'est que ce soit indiqué si c'est chiffré ou pas. Et là, il n'y a aucune référence au chiffrement, il n'y a aucune référence au cryptage. Même si, quand même, si CNRS parlait de cryptage et de chiffrement, ça me ferait mal à mon Nancy. Mais voilà, donc là, manifestement, j'espère me tromper, et je vais là-dessus ouvrir un ticket aussi, et je vous donnerai du feedback. Il n'y a pas de chiffrement. Il n'y a pas de chiffrement de vos données. Et donc, tous ceux qui ont accès au serveur du CNRS ont accès
à toutes les données qui transitent sans chiffrement. C'est pas du tout une bonne idée. S'il y a quoi que ce soit de stocké, de temporaire, et vu que j'ai vu qu'il y avait du zip, je pense qu'il y a des archives zip qui sont créées pour être ensuite traitées, je pense, avec une sorte de fil de traitement. C'est pour ça qu'il y a un watcher et un worker. Ça veut dire que je pense, à minima, il y a des choses qui sont stockées sur disque pendant un certain temps. On ira voir plus loin dans le code. Mais à minima, c'est stocké dans des archives zip qui ne sont pas chiffrées. Et ça, c'est un gros problème. Il n'y a aucune garantie que ces archives soient supprimées une fois qu'elles sont traitées. On parle encore une fois d'une application qui prétend ne stocker aucune donnée personnelle. Donc, les garanties sur la suppression des données personnelles sont d'autant plus floues et a priori d'entrée de jeu inexistantes, alors qu'elles sont même techniquement très difficiles à promettre et à réaliser. Je veux dire, moi, quand je code une app et que je fais du fichier temporaire, ce qui n'est pas le cas ici, s'il y a une file de traitement, je dois m'assurer que le fichier temporaire est correctement supprimé. Là, quand il y a la file de traitement, s'assurer que les fichiers sont bien supprimés après leur traitement, qu'ils sont supprimés du disque et pas récupérables, surtout s'ils ne sont pas chiffrés. Ok, ça veut dire que je veux pas je veux pas juste effacer par exemple, si on parle sur Linux, sur du X4, je crois que ça s'appelle des inodes, je veux pas juste supprimer l'inode de mon arborescence. Je veux vraiment, éventuellement, vraiment remettre à zéro tous les chunks du fichier pour qu'ils ne soient pas récupérables. Ok, vous savez que parfois, quand un disque dur déconne, on peut aller récupérer des données, justement, en allant bit à bit, essayer de récupérer l'ancienne structure du file system et éventuellement des fichiers qui ont été préalablement supprimés. Voilà, donc pour s'assurer qu'un fichier est complètement supprimé, c'est pas trivial. Donc il faudra aller voir dans le code ce qui se passe. Mais de toute façon, ils sont pas chiffrés. Il y avait eu une histoire, hein, rappelez-vous, qui impliquait un hébergeur français, je vais pas balancer le nom parce que je suis pas sûr duquel c'était, hein, je vais pas balancer le nom, mais qui avait revendu sur le Bon Coin, je crois, des disques durs qui étaient utilisés sur l'infra. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de chiffrement au repos. Ce qui fait que, en revendant ces disques durs sur le Bon Coin, les gens qui les ont achetés se sont retrouvés avec des données de production des clients de l'hébergeur. D'accord? Donc c'est pas insignifiant du tout. Ça veut dire que le CNRS, quand il va migrer les machines utilisées là sur une autre application, ah, bah, d'autres gens y auront accès. S'il revend ces disques durs à un tiers, ce qui serait normal, après tout, bon, le CNRS, il va migrer son infrastructure, il va revendre l'existant, ou il va le donner à des écoles, à des universités, voilà. Eh bah, vos données qui étaient en clair, elles sont peut-être encore dessus. Elles sont probablement, il y a un doute raisonnable sur le fait qu'elles sont encore dessus. Tous vos tweets. Ou en tout cas tous ceux qui étaient encore dans la file de traitement à minima. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant. Voilà, sans compter, sans parler du fait que c'est pas chiffré au repos. Et donc, ça veut dire, comme j'ai dit, que les administrateurs de la machine y ont accès. Ça veut dire que les développeurs de l'application y ont accès. Code is low. Non seulement vous confiez en clair toutes vos données X à du coup une infrastructure et du code tiers, dont encore une fois le respect de la vie privée est assez nébuleux, mais vous le confiez in fine aux mainteneurs et aux développeurs, qui sont politisés, puisque l'objectif même du site et de la plateforme a un objectif politique, avec lequel on est d'accord ou pas. Mais clairement, vous confiez vos données, et donc ça veut dire que si je suis par exemple d'une accointance politique différente de celle des développeurs, quelle qu'elle soit, je peux légitimement m'inquiéter de ce qui sera fait
du traitement de mes données. Et donc, il y a un problème. Donc, ce qui m'ennuie le plus, c'est ça. C'est pas les logs Git. Quand on est tout seul à développer sur un projet comme ça, c'est compliqué. La stack a l'air plutôt claire, c'est l'air plutôt bien découpé. Techniquement, jusqu'ici, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ça, la télémétrie, le chiffrement. Et donc, on va ouvrir des tickets là-dessus. Et je vous ferai du coup, ça fait déjà 1 heure, hein, donc je commence à être chiant. Euh, donc, je ferai une 3e vidéo, et j'en ferai 2, bah, du coup, je vais en faire 3. Pour aller creuser, et pour vous faire un retour sur les tickets que j'aurai créés. Et au passage, je pense que je ferai une 3e vidéo aussi pour vous dire comment moi j'aurais fait pour faire le même service et pour complètement éviter ces problèmes-là de confidentialité et ces problèmes liés à l'affiliation ou pas au CNRS. Il y avait des alternatives possibles. Et là, pareil, peut-être je vais essayer d'ouvrir un ticket et de voir comment ils réagissent et on en reparlera dans la 3e vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si j'ai dit des bêtises, ce sera pour les premières, ce ne sera pas les dernières. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de façon la plus constructive possible pour que je puisse y répondre dans la prochaine vidéo. Si là j'en un appel aux contributeurs, je serais ravi de discuter avec Fanny Caulfield, alias Inaf sur GitHub. J'espère encore une fois que j'ai pas hébergé ni son nickname, ni son prénom et son nom. Si elle a envie de parler, d'en discuter, qu'on le fasse ensemble, j'espère qu'elle a vu que j'essaie d'être bienveillant et de remonter de façon légitime des inquiétudes. J'aimerais beaucoup discuter avec elle ou avec Cédric Rossi, de voir comment on peut améliorer ça et s'assurer que les problèmes éventuels sont connus et vont être traités, ou alors que les problèmes n'existent pas, qu'il y a eu une vigilance et une acuité importante sur les sujets qu'on a évoqués, et que je me suis trompé, et on aura le fin mot de l'histoire. Merci, et à bientôt pour la prochaine vidéo.